Bonjour à toutes et à tous pour votre émission Ring the Bell sur 100% Live. Vous le savez, on est toujours au rendez-vous les vendredis soirs pour parler catch. Toujours un grand plaisir d'être avec mes trois acolytes pour parler de ce merveilleux sport spectacle qui nous tient en haleine chaque semaine, à part les lundis soirs, bien évidemment. Là, il nous endort, mais ça, c'est un autre débat. On parlera de Raw, bien sûr, dans cette émission. Émission un tout petit peu spéciale aujourd'hui, effectivement. NXT TakeOver In Your House 2021 arrive ce dimanche, donc on a réduit le récap de Raw, on n'en a que 2 segments à vous proposer. Les pronostics des chroniqueurs pour cet événement spécial de NXT, la chronique All Elite Wrestling, bien sûr, comme à votre habitude, 3 news et enfin un débat avec la AEW. Vous allez voir, vous allez vous régaler en compagnie de mes 3 acolytes. Le premier étant Auguste, comment tu vas? Je vais très bien, PA. Bon, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je vais bien malgré une petite fatigue latente avec ces enchaînements sportifs fidèles au mois de mai-juin. Mais bon, c'est toujours un plaisir de parler catch chaque semaine, et c'est encore le cas ce soir. Et oui, parce que les 3 chroniqueurs et moi-même, nous avons dû faire des sacrifices pour être présents ce soir. D'un côté, nous avons Nadal et Djokovic sur Roland Garros. Et oui, on rate ça. Et de l'autre côté, on a le premier match de l'Euro entre l'Italie et la Turquie. Mais on se sacrifie, on est là pour parler de catch, bien évidemment. Le deuxième chroniqueur s'appelle Maximilien. Comment tu vas? Ça va très très bien, je suis ravi d'être ici. Le sacrifice pour moi est minime parce que je regarde quand même le match d'ouverture de l'Euro sur mon petit écran, mais je vous aurai toute mon attention quand l'émission va officiellement commencer. PA, tu m'impressionnes chaque semaine par tes talents de présentateur, et cette introduction était encore magnifique, je tiens à dire. Très content d'être avec Gus et Thomas encore une fois pour parler catch, et qu'est-ce que je suis heureux qu'on réduise le recap d'Euro à 2 segments. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Ah bah c'est un plaisir pour tout le monde, merci pour ces compliments qui me vont droit au cœur. On va passer tout de suite au troisième chroniqueur qui va peut-être pas me complimenter autant, c'est Thomas. Comment tu vas? Salut PA, ça va très bien, merci. Et comment veux-tu que je passe après Maximilien au niveau des compliments? Il a fait tout, il a tout dit, il a tout fait par rapport à toi. Tu es incroyable, je ne peux dire que ça. J'ai une réputation de faillot, alors voilà, je tiens à le préciser. Clairement, mais ça te va bien. Tu le fais avec le sourire. Je suis le faillot innocent. Ah, C'est ça. Oui, tout le monde a des rôles dans cette émission, vous êtes bien sûr habitués. Allez, fini la présentation, on va donc passer maintenant dans le vif du sujet. On commence avec, malheureusement, le recap de Raw. Et oui, toutes les semaines, on doit se coltiner, c'est comme ça. Que 2 segments cette semaine, on va commencer tout de suite avec le segment peut-être le plus important de ce Raw qui concerne le titre de la WWE, détenu par Bobby Lashley, n'importe quoi, qui va affronter Drew McIntyre. On a appris que ce match allait se passer dans la cellule de l'enfer Hell in a Cell, et si Drew perd, il n'aura pas de rematch. C'est quand même sa 3e chance, donc il faudrait bien qu'on lui supprime ses rematchs un moment. Auguste, toi, qu'est-ce que tu penses de cette opposition, de l'ajout de la stipulation de Hell in a Cell et de la stipulation que si Drew perd, il n'aura pas de chance tant que Lashley est champion? Ouais, je trouve ça logique, hein. Enfin, chaque année, les matchs LNSL concernent les matchs du main event. Donc on aura sûrement, enfin, on sait que Lashley McIntyre sera dans les LNSL. Le match pour le titre universal sera sûrement sera sûrement aussi à l'intérieur du LNSL. Et on aura sûrement, comme chaque année, je crois, un match féminin à l'intérieur. Et sinon, pour revenir sur Lashley et McIntyre, je trouve que c'est cool parce que vu que ces 2 brutes, les faire s'affronter à l'intérieur d'une cellule en fer, c'est très bien. On va sûrement avoir d'énormes spots. Il y aura sûrement une superstar qui va passer à travers une grille. Et même si c'est des spots qu'on commence à voir à chaque année,
c'est toujours aussi impressionnant à voir. Et sur le fait que McIntyre n'aura plus de chance s'il perd, je trouve ça bien parce que le main event Raw est comme toute la carte finalement a besoin de se renouveler et de changer de dire. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit Kofi Kingston qui soit challenger, mais bon, on va faire avec Drew McIntyre aussi. Et donc je trouve ça normal. Et puis du coup, j'espère que Bobby Lashley va l'emporter parce que sinon cette stipulation ne sert pas à grand chose. Mais bon, globalement, je suis satisfait de cette stipulation et de tout ce qui en découle. Ah oui, je pense que tu n'es pas le seul à avoir préféré que ce soit un Kofi Kingston Bobby Lashley, mais bon, c'est Drew McIntyre qui l'a remporté sur Kofi. Maximilien, toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette magnifique storyline autour du titre de la WWE? Ah, c'est exactement le mot que j'aurais utilisé, magnifique. Depuis quelques mois, on se régale à chaque Raw, à chaque segment concernant le main event. C'est complètement faux. Magnifique ironie. Exactement. Alors malheureusement, je pense que la stipulation autour du match, outre le fait que ce soit un Hell in a Cell, mais le fait que ce soit la dernière chance pour Drew McIntyre, j'ai peur que ça téléphone un petit peu le résultat. J'ai peur que, puisque c'est la dernière chance de McIntyre, il va regagner le titre contre Bobby Lashley. Voilà, j'ai peur que ça rende le tout prévisible parce que honnêtement, je ne vois pas McIntyre ne pas faire partie de la scène autour du titre mondial, tout simplement parce qu'ils n'ont pas énormément de superstars, de vraies stars à faire jouer dans le main event. Se priver d'un Drew McIntyre, ce serait, je pense, bête. Donc j'ai vraiment peur que cette stipulation nous donne en fait le résultat du combat, et j'ai peur que ce soit Drew McIntyre qui reparte avec la ceinture, parce que même s'ils n'ont pas grand monde, je préférerais que Bobby Lashley garde son titre, conserve son titre encore un petit peu. Au moment de l'enregistrement de l'émission, Bobby Lashley en est à 101 jours en tant que champion du monde, et franchement ça fait super plaisir pour un gars qui a pas une carrière facile, et que j'attendais pas forcément en haut de la carte en début d'année. Ça fait toujours super plaisir. Alors, du coup, si le résultat est téléphoné, j'aurais préféré qu'on ait ce match entre Lashley et McIntyre à SummerSlam, et que donc on ait Kingston à Hell in a Cell. Mais on va voir. On verra. Je m'attends pas à des étincelles de toute façon, même si je pense que le combat va être très sympathique. Je pense que le Hell in a Cell, c'est une stipulation qui est quasiment faite pour ces deux, parce que c'est deux grands gaillards, et je pense que les deux grands gaillards n'ont pas besoin de forcément aller s'aventurer en dehors du ring, et donc le Hell in a Cell, c'est parfait. Ça rajoute un petit peu une dimension esthétique supplémentaire au combat entre deux titans, que sont les deux titans qui sont Lashley et McIntyre. Mais voilà, j'ai peur que ça soit un petit peu trop prévisible maintenant. On verra bien. C'est Hell in a Cell, et la semaine prochaine, donc vous êtes déjà au courant, émission spéciale. La semaine prochaine, où on va pronostiquer tous ces matchs. Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses de ce possible main event de Hell in a Cell, même si je pense qu'un certain champion universel prendra ce spot dimanche prochain? J'ai à peu près la même appréhension que Maximilien. Cette stipulation que Drew McIntyre n'aura pas de rematch, pardon, amène le fait qu'il gagne, vu qu'il n'y a personne derrière. Il n'y a plus Strowman qui a été renvoyé. Et je vais le redire, on va le redire pour la à peu près 7e fois ici. Randy Orton, il est en équipe, et AJ Styles, il est en équipe. Sheamus, il a le titre qui aurait pu même faire un petit filler comme un épisode de Naruto. Et il a le titre des États-Unis. Je sais même pas qui il y a. Si, il y a Kingston, mais sauf que Kingston, ils lui ont enlevé sa chance. C'est pas lui qui sera là. Il a fait le guignol cette semaine lors de face à Riddle. Il était vite fait il y a eu la bataille royale aussi, les titres par équipe pour les challengers numéro 1. Qu'on le voit plus. Il a laissé passer sa chance malheureusement, donc il y a plus personne. Donc automatiquement, pour que ça dure jusqu'à ce qu'il y ait un retour quelconque ou une draft qui n'aura lieu, on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, si elle a lieu, il n'y a personne. Donc automatiquement, je ne vois que ces deux-là, Lashley et Drew McIntyre, jusqu'à SummerSlam.
je vois pas ce que ça peut donner. En plus, enfin, un détail tout bête, mais je déteste les couleurs sur les cages Hell in a Cell. Donc à Monday Night Raw, la cage est rouge, ça m'énerve. C'est un détail, mais qui m'agace et qui m'enlève du match à chaque fois. Je suis Voilà, complètement déjà d'accord que je avec suis pas Thomas par hypé, rapport à ce détail. je suis pas hypé par le match en plus, enfin, parce que c'est la 7e fois qu'on le voit depuis WrestleMania. On l'a vu avant WrestleMania, et là on va le revoir dans une cage rouge qui plus est, qui enlève tout le sel de ce Hell in a Cell depuis quelques années déjà. Et voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être il aurait pu avoir un renouveau en plus, sans la cage d'ailleurs, hein, mais avec Kofi Kingston pour au moins deux combats quoi. C'est dommage. Tant pis, on verra. J'ai un peu peur quand même. Je pronostique Drew McIntyre. Voilà, j'anticipe pour la semaine prochaine. C'est très très fort. Je te redemanderai ton pronostic, bien sûr, parce que je l'aurais oublié d'ici là. Bien Évidemment. Parce que ce sera le principe de l'émission de la semaine prochaine, pronostiquer ce merveilleux Hell in a Cell. On va passer au deuxième et dernier segment Raw de cette émission. On passe du côté des filles, des femmes de Monday Night Raw, et Alexa Bliss et Shayna Baszler qui continuent à se tourner autour. Alexa Bliss a invité Shayna Baszler dans son playground, dans son aire de jeu, et une bagarre a éclaté. Baszler a réussi à subtiliser Lily, à l'écraser. Mais en partant du ring, eh bien, Shayna Baszler s'est fait courser par des flammes, provoquées par une Alexa Bliss au regard sinistre qui faisait un bon gros câlin à sa magnifique poupée. Toujours Alexa Bliss très très forte avec cette gimmick. Maximilien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment lundi soir? Que dire? J'allais dire j'en ai pas pensé grand chose, ce serait mentir parce que si j'en ai pensé des choses, c'est lamentable. Je veux dire, la WWE essaye de nous proposer un programme un petit peu horreur, mais je trouve que c'est raté. Et en plus, pendant un moment du segment à la toute fin, Shayna Baszler se retrouve en backstage. Et elle voit des apparitions de la peluche de Lily dans son vestiaire, et ça la fait paniquer. Sauf que y a un truc qui m'a complètement sorti du segment, c'est que y a plusieurs cuts qui zooment sur la peluche, ce qui nous fait complètement sortir de l'élément de réalité que devrait être Raw, parce que voilà, même si c'est du divertissement sportif, j'ai pas envie de regarder un film tous les lundis, et il y a vraiment cet effet de film qui m'a complètement sorti du segment. Et pourtant j'avais essayé de me mettre dans le segment, et ça m'a complètement sorti du truc. Shayna Baszler est en train de jobber chaque semaine face à une peluche, une poupée. Voilà, nous sommes en 2021, c'est la réalité des choses. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, Shayna Baszler, l'une des toutes meilleures championnes NXT de l'histoire, qui voilà maintenant se retrouve à faire le pitre. L'une des. Si ce n'est la meilleure championne NXT, voilà, il y aura. L'une des. Il y aura débat. Mais c'est incroyable, c'est incroyablement triste de la voir dans ce segment. Je suis consterné, et pourtant c'est ni la faute de Shayna ni la faute d'Alexa Bliss, qui, je le répète encore une fois, est excellente dans son rôle. C'est juste que ce rôle en particulier commence à s'épuiser. Je pense qu'il n'y a pas de plan sur le long terme, et qu'ils écrivent semaine après semaine les segments sans penser sur le long terme, et ça se voit. Et non, j'ai pas aimé. Voilà, s'il fallait faire un résumé, j'ai pas aimé, parce que c'est le genre de segments qui me sortent du show en fait à chaque fois que je regarde. Donc je suis pas impatient d'être à la semaine prochaine, de voir ce qui va se passer non plus, et j'ai peur pour Shayna Baszler, qui va très certainement perdre cette feud, malgré tous les espoirs que j'avais il y a encore une semaine. Là ça me paraît très compliqué. Alors, il y a eu un énorme débat sur Twitter entre deux clans. Les gens qui ont aimé ce segment parce que ça proposait une autre version de Shayna Baszler, que ça mettait de la profondeur dans son personnage, et ceux qui n'ont pas aimé justement parce que on parle de Shayna Baszler, c'est quelqu'un, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, avant WrestleMania 35, qui a décimé l'entièreté du roster féminin de Raw de l'époque dans un Elimination Chamber, qui est là et, comme tu l'as dit, effrayé d'une poupée. Alors je vais demander à Thomas, toi, t'es plutôt dans quel camp? Content parce qu'on voit une autre facette de Shayna Baszler, ou je dirais alarmé par le fait qu'en fait, elle a peur d'une poupée? Ben, je suis partagé sur ce segment et par rapport à Shayna Baszler. Je suis partagé parce qu'au début, j'ai bien aimé le début du segment, parce que
ça fait partie de la rivalité, il n'y a pas de souci. Et oui, ça amène un petit peu de profondeur à ce personnage de Shayna Baszler, mais à la peur d'une poupée, et ça, c'est problématique. Surtout quand on est Shayna Baszler. Si on est, j'en sais rien, moi, Natalia ou F. Torres en 2012, ça me dérange pas. Sauf que là, c'est Shayna Baszler, donc non. Et ensuite, j'ai un souci avec ce qui se passe autour de la rivalité, parce que les deux sont talentueuses, il n'y a pas de doute là-dessus, on est tous d'accord. Alexa Bliss n'a jamais été aussi puissante et aussi charismatique, mais là, ils enchaînent les trucs magiques, en fait. Depuis quelques temps déjà, ils enchaînent un peu la magie avec le Fiend ou Bray Wyatt. Même Bray Wyatt commençait dès ses débuts avec des trucs un peu magiques. Là, le Fiend, ça a amené le niveau au-dessus. Et Alexa Bliss continue sur cette lancée. La magie, c'est rigolo 2 minutes. Ça sort un peu, mais ça fonctionnait avant parce qu'il n'y en avait qu'un qui le faisait, c'était l'Undertaker. Et quelques exemples par-ci, par-là, mais ça allait avec les personnages. Papa Shango, par exemple, pour n'en citer qu'un. Mais là, ça s'enchaîne. Ça fait 3 ans qu'on ne voit que ça, qu'on ne voit que des matchs cinématiques. Et là, je sens que ça va partir pareil sur un playground match, air playground, j'en sais rien, match, un truc comme ça, cinématisé. C'est pas bon. Et Maximilien, toi, tu parlais de la fin avec les miroirs, tout ça. Je suis d'accord avec toi. Et en plus, automatiquement, parce qu'on voit la peluche Lily dans les miroirs, à travers le miroir, enfin des différents miroirs. Et automatiquement, directement, ça m'a fait penser à la WCW, dont on va reparler tout à l'heure, Hogan Warrior, en 96-97, où pour annoncer l'arrivée de l'Ultimate Warrior, on le voyait à travers un miroir, face à Hulk Hogan qui était apeuré. Ils ont repris ça, au mot près dans une dissertation, on dirait. Là, ils ont pris exactement au plan près, pratiquement. C'est de la fainéantise. Mais encore si ce n'était que ça, mais dans le même show où pour le match des États-Unis entre Cario et Ricochet, ils ont repris exactement ce qui s'était passé à la AEW pour le titre principal. Encore si ils ont pris par rapport à la WCW, c'était il y a 20 ans. Si vous voulez, c'est de la fainéantise, mais si vous voulez. Et là, en plus, ils reprennent pour le titre des États-Unis la même chose qu'il y a 2 semaines à la AEW. Donc, je digresse un peu. Mais merde, bossez un peu, les gars. Parce que là, on voit que c'est fait à l'arrache. C'est pas bon. Et concernant la rivalité, ça va dans le mur. Le problème, c'est que là, ça va dans le mur parce qu'ils savent pas quoi faire. Ça va partir sur un match cinématique et ça va tuer Shayna Baszler et ça va tuer Alexa Bliss parce qu'on ne la verra que comme ça désormais. Parce que pour se sortir de là, à moins de la faire perdre contre sa propre poupée, je vois pas ce qui va arriver. Donc au début, j'étais content, puis après, j'étais dégoûté. Donc je suis partagé, mais plus dégoûté que content, malgré tout. Voilà, PA. Eh bien, écoute, merci pour cette merveilleux exposé, encore une fois, avec des références au passé proche, passé lointain, c'est extraordinaire. Merci d'être le seul qui bosse dans cette émission, c'est terrifiant. Avec grand plaisir. Auguste, toi, t'es dans quel camp? Plutôt content par cette profondeur que prend le personnage de Shayna Baszler ou déçu par le fait qu'elle soit effrayée d'une simple poupée vaudou, dira-t-on? Moi, là où je suis content, c'est que on revoit Shayna Baszler en solo, même si elle a encore quelques interactions avec Nia Jax, mais bon, là, elle se dirige vers une rivalité solo, enfin, parce que là, elle croulait dans la division tag, et c'était plus possible. Donc, je suis content pour ça. Après, sur le segment, ça m'a laissé un peu indifférent parce que en soi, bien que Alexa Bliss et Lily, enfin, et la façon dont est cadrée Lily est excellente, je sais pas, on n'y croit pas et en plus, mais comme on nous a aspergé avec ça, avec Bray Wyatt et Alexa Bliss durant des mois et des mois, et bah ça prend plus parce que je trouve que on a trop vu, et la mystique marche plus. Il faudrait trouver autre chose ou alors revoir Alexa Bliss dans le ring et que elle batte Shayna Baszler grâce à Lily, mais dans le ring. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ils le disent assez souvent en ce moment à Raw et à SmackDown, mais
dans un mois, ils sont de retour à All Out. Et qui dit retour à All Out dit retour du, du public live, mais aussi des shows en direct. Et comment tu vas gérer un pay-per-view ou même un weekly comme ça, avec des pouvoirs si tu peux pas cut, si tu peux pas monter, et bah je pense que là ils vont droit dans le mur parce que si ils conservent cette rivalité, mais ça va se voir les incohérences dans la production. Et j'ai peur de ça en fait. Donc j'en retire plus du mal que du bien, mais bon après je suis peut-être un peu naïf. Je vais attendre le prochain Raw, voir ce qui se passe vraiment, et à voir si on a un match à l'NSL entre Alexa Bliss et Shayna Baszler, et on en reparlera dans les semaines à venir. Et bien voilà, messieurs, nous avons déversé notre taux de haine sur ce merveilleux show du lundi soir qui s'appelle Raw. On va donc passer au show du mardi soir, désormais à la WWE, le show doré ou jaune, comme vous préférez. C'est parti pour la mini preview de NXT Takeover. Alors on va pas trop parler des matchs, on va juste se contenter de vous donner les pronostics pour ce match. Et on va commencer par le seul match qui n'a pas de titre en jeu, c'est un match féminin. Et c'est Xia Li qui va affronter Mercedes Martinez. On a vu que Xia Li a marqué Mercedes Martinez de cette fameuse marque sur la main. Thomas, toi, qui tu vois gagner dans ce match, tout simplement? Xia Li. Besoin d'épiloguer, on le sait tous. Tu sais quoi, tu m'as surpris par la durée de ta réponse, mais c'est très bien, on va continuer sur ce rythme-là, c'est merveilleux. Gus, qui tu vois entre Xia Li et Mercedes Martinez gagner ce dimanche? J'irai avec le même choix que Thomas. Je pronostique Xia Li tout simplement parce que il y a un renouveau dans son personnage depuis plusieurs mois. Elle est passée heel. Elle a un clan et franchement, vu comment Mercedes Martinez a été mis en avant ces derniers mois, ça fait d'elle une proie de choix pour Xia Li et son clan. Donc je pense que la chinoise va remporter son match. Après, c'est pas dit qu'elle le gagne clean du tout. Je pense qu'il y aura intervention, tricherie, enfin ça sera pas propre. Mais l'annonceuse officielle de NXT donnera Xia Li vainqueur quoi qu'il arrive. Merci pour cette réponse, Maximilien. Team Xia Li ou Team Mercedes Martinez ce dimanche? Alors si on parle de préférence et si on parle de résultat, ce sera peut-être pas forcément la même réponse parce que j'aime beaucoup Mercedes Martinez. Cela dit, on part quand même sur un pronostic. Comme on part sur un pronostic, ce sera forcément Xia Li parce que je pense que c'est un des projets chers à Triple H, je pense, Xia Li, qu'elle a un potentiel énorme à NXT et que je pense qu'elle va jouer les premiers rôles pendant de longs mois dans le show Noir et Or. Donc, et ça passera par une victoire contre Martinez à In Your House. Donc Xia Li sans trop de problèmes, sans trembler, comme mes deux compères. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est un clean sweep pour Xia Li. On verra bien si on a raison. On s'y est né des tocards ce dimanche. Bien sûr, ce sera pas la première fois de toute façon qu'on pronostiquera mal. C'est pas si grave. On passe au deuxième match de ce show, c'est le match de l'échelle pour le $1 million Championship. Alors en parlant de passé, Thomas va être très heureux. C'est un très beau flashback que la WWE nous offre avec la présence du $1 million man Ted DiBiase depuis plusieurs semaines entre Cameron Grimes et sa nouvelle gimmick d'homme riche et LA Knight qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, et peut-être qu'il est riche lui aussi. En tout cas, ils vont se battre pour avoir le titre du $1 million, cette fameuse ceinture avec des symboles de dollars en or et en diamant, magnifique. Auguste, qui va remporter ce titre, qui va monter l'échelle pour décrocher la ceinture? Moi, je vais aller dans Paris sur le nouveau venu LA Knight parce que déjà, pour être honnête, cette rivalité m'importe peu parce que je trouve que c'est ressasser le passé pour rien.
Mais bon, je vais quand même aller avec LA Knight tout simplement parce que je trouve que entre lui et Cameron Grimes, la plus grande star, c'est comme LA Knight. Et comme Cameron Grimes a cette nouvelle gimmick depuis plus longtemps, je pense que la WWE et NXT vont nous troller un peu et vont mettre l'interférent le plus récent champion, bien que en soi ça ne change pas grand chose vu que c'est pas un vrai titre, enfin, c'est pas comptabilisé dans le palmarès WWE. Mais après, en soi, je pense qu'on peut avoir un grand match. Parce que les deux in-ring sont bons. Hein. Faut pas se mentir. C'est quand même solide in-ring. Donc on va avoir un bon match. Et je vais aller du côté de LA Knight pour la victoire. 1-0 donc pour LA Knight. Est-ce que Maximilien va égaliser pour Cameron Grimes ou on va faire le break du côté du Chevalier de Los Angeles? C'est le break. C'est le break tout simplement. Je vois LA Knight gagner ce combat, mais j'ai pas les mêmes justifications que Gus. Avec la ceinture. Ce dimanche et que plus tard dans l'année on est Cameron Grimes qui remporte ce titre. Je trouve que c'est l'un des moments les plus sympas de NXT ces derniers mois, ces segments entre Cameron Grimes et Ted DiBiase, donc voilà pour mon pronostic, victoire de LA Knight. 2-0 du côté du Chevalier. Est-ce que Thomas va réduire l'écart ou est-ce que ça va être encore un clean sweep? Thomas, the floor is yours. Alors déjà, malheur au vainqueur cette fois. Au vaincu, mais au vainqueur, parce que cette ceinture est maudite, faut le savoir. Virgil l'a eu, Ted DiBiase Jr. l'a eu. Résultat, Ted DiBiase a arrêté sa carrière 2 ans plus tard, et Virgil n'a jamais catché. Voilà. Un petit peu d'histoire, cette ceinture est maudite, ne pas la gagner. Ensuite, ça va être un bon match. Il n'y a pas de doute, ça va être fun à regarder, ça va être super, même au niveau de l'histoire entre les deux. Enfin, sur le ring, ça va être sympa parce que LA Knight, il sait parler en plus. Enfin, il a du charisme et j'aime bien. Mais je pronostique Grimes, voilà, parce que ça va dans le sens de l'histoire, parce que c'est lui qui doit la gagner. Mais après, je plains le vainqueur parce que cette ceinture, elle est maudite. Et pour moi, ça n'a pas intérêt d'amener cette ceinture. C'est mon point de vue, mais voilà. Malheur au vainqueur, mais j'espère que c'est Cameron Grimes qui va le gagner parce qu'il le mérite. Il mérite de gagner. Et bien voilà, le score est égal. Je vais quand même aussi pronostiquer Cameron Grimes parce que ça me ferait plaisir. Et que j'aime bien quand il dit tout la boum. Ça me plaît. On enchaîne avec le troisième match. Ouais, je le fais vachement bien, je sais. Le troisième match de ce NXT TakeOver In Your House. Alors, c'est un match un petit peu compliqué à comprendre, ne vous inquiétez pas. On va tout vous expliquer. C'est un winner takes all. C'est très simple. L'équipe qui va gagner ce match repart avec toutes les ceintures. Sauf que cette fois-ci, toutes les ceintures sont du même côté. Le champion nord-américain Bronson Reed fait équipe avec les champions par équipe MSK et ils vont défier Legado del Fantasma. Donc, comme je vous l'ai dit, l'équipe gagnante devient champion nord-américain et champion par équipe. Est-ce que les champions vont garder leur titre ou est-ce qu'on va avoir de nouveaux champions? Thomas, tu vas engager sur ce match. Qu'est-ce que tu penses? Alors déjà, j'adore cette stipulation de winner takes all. Je trouve que ça amène vraiment quelque chose. Et puis les Legado des Fantasmas, j'adore aussi. Franchement, ce trio est génial. C'est génial surtout que normalement, dans ce genre dans les trios, les quatuors, quand il y a un leader ultra charismatique, incontesté, et une équipe autour, à chaque fois, c'est assez compliqué pour l'équipe d'exister. Et à chaque fois, c'est un peu la sous-fifre. Là, non. Là, il a vraiment confiance en eux. Il le montre à chaque fois. Et donc ça, j'aime beaucoup. Et j'aimerais beaucoup les voir gagner, tous les trois. Mais je pense pas que ça va arriver. Mais j'adorerais, franchement, j'adorerais les voir gagner. Donc je pronostique Reed et MSK, mais mon cœur veut les voir gagner. Mais
Je voulais voir gagner avec du public en fait, mais vraiment beaucoup de public, parce qu'ils le méritent. Mais ouais, Reed et MSK qui sont tout aussi bons eux aussi, donc on va encore profiter. En plus avec ce petit sel où tous les trois viennent de gagner les titres il n'y a pas si longtemps que ça, et donc ce serait triste pour eux de les perdre. Il va y avoir ce petit objectif pour eux de les garder, donc ça va être un bon match. Voilà, j'ai terminé. Tu as terminé 1-0 pour les champions. Auguste, est-ce que tu vas rejoindre notre cher Thomas ou pronostiquer de nouveaux champions pour In Your House? Je vais totalement suivre Thomas. Je pense que les champions vont le rester, tout simplement parce que les deux champions le sont depuis peu. Et je trouve que ça serait bête de leur faire perdre maintenant, surtout qu'à NXT, c'est quand même rare qu'un champion ou qu'une championne ne conserve pas très longtemps. Bien sûr, ça a déjà été le cas. On pense à Aleister Black, champion NXT, ou Kairi Sane, championne féminine. Ils n'ont pas eu des règnes très longs. Mais bon, ça reste très rare. Et donc je pense que Bronson Reed et MSK vont conserver leur titre. Je pense que ça a clairement le potentiel pour être le show stealer de la soirée, parce que on va pas se mentir, mais que celui qui sur le papier doit être le plus beau match du show, c'est le main event. Mais bon, un match entre avec un poids lourd et 5 poids moyens qui peuvent voler et créer de magnifiques spots, ça peut vraiment donner un très très beau match. J'ai hâte de le voir. Et du coup, j'ai hâte de voir nos champions nord-américains et par équipe conservés pour qu'on ait tous raison cette fois. Et, enfin, sauf si Max, t'as un autre prono, mais... Et oui, je trouve que tu t'avances un petit peu, on n'a peut-être pas tous raison. Peut-être que Maximilien va nous pronostiquer une victoire de Tamina. Non, allez. Est-ce que tu es team champion? Ouais, alors ça, c'est un twist. Ça, c'est un twist pour lequel je signe tout de suite. Elle est merveilleuse. Non, tu ne signes pas pour ça. Arrête tes conneries. C'est terrible. Bon, team champion ou team challenger? Team champion. Je vais pas trop m'attarder dessus. C'est un petit peu les mêmes raisons qui ont été évoquées par mes camarades. Les champions le sont depuis trop récemment. Donc je pense pas que les titres vont changer de main. Même si les Legado del Fantasma, c'est un des aspects que j'aime le plus à NXT comme Thomas, mais voilà, c'est pas le moment. Allez, très bien, on est rapide, on continue. Avant-dernier match de ce NXT TakeOver In Your House 2021, il concerne le titre féminin de NXT. On a possiblement la pire championne de NXT féminine, Raquel Gonzalez. Oui, je lâche les termes. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, de toute façon, c'est moi le présentateur, je dis ce que je veux. Raquel Gonzalez qui va défendre son titre contre une ancienne championne NXT, Ember Moon. Auguste, qui va remporter ce match? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle championne ou une nouvelle championne, mais pas si nouvelle que ça finalement? Malgré le fait que la challengeuse est bien meilleure dans le ring que la championne, je pense que la championne va conserver son titre, tout simplement parce que déjà elle est championne depuis peu, et en plus j'ai vraiment l'impression que les officiels à NXT voient quelque chose en elle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet Raquel Gonzalez dans les futurs mois à venir. Donc je pense que Raquel Gonzalez va conserver son titre, mais de manière plutôt autoritaire. Et je pense qu'on est parti pour un règne assez long de la mexicaine, de l'originaire mexicaine, je sais plus. Elle parle espagnol. Oui, mais c'est pas pour autant qu'elle vient du Mexique, c'est comme Rey Mysterio. Bon bref, je pense que Raquel Gonzalez va conserver son titre et va avoir un règne d'au moins 6 mois. Oh, quelle horreur! C'est terrible. Raquel Gonzalez, c'est le niveau de Tamina quand elle était jeune. C'est vous dire, c'est pas foufou. En parlant de Tamina, Maximilien, qu'est-ce que tu penses de ce match?
J'ai 3 gimmicks. J'ai gentil, non j'ai Fayot, j'ai innocent et aussi fan de Tamina, c'est génial. Mon pronostic c'est un titre conservé, tout simplement parce que, alors même si Ember Moon a une carrière qui n'est pas si vieille que ça, loin de là, je pense qu'elle n'est utilisée que un petit peu dans un rôle de vétéran, hein, pour pour mettre en valeur la championne actuelle, et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense que Raquel Gonzalez va conserver son titre. Alors elle a progressé depuis quelques temps, c'est pas encore parfait, mais je pense qu'il y a un projet derrière, et je pense que le règne de Raquel Gonzalez est loin d'être terminé. Super, on va se régaler, dis donc, dans la division féminine de NXT. Thomas, un petit mot sur ce match. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? J'aimerais que ce soit Ember Moon qui gagne parce que j'aime beaucoup Ember Moon depuis ses débuts, mais c'est Raquel Gonzalez qui va gagner pour un règne. Tu dis 6 mois, Gus? Moi, je dis plus. Ah c'est totalement possible. Après, j'essaie de voir un juste milieu entre réalité et ce que je voudrais. Donc bon, je pense 6 mois, ce sera déjà un règne bien assez long pour elle. Bien trop long, tu t'es trompé. Bien trop long, mais je te corrige, t'inquiète pas. Allez, on laisse la division féminine et on passe sur le gigantesque main event de ce NXT TakeOver In Your House. C'est un match à 5 pour le titre de la NXT, le champion Karrion Kross qui va défendre son titre contre Johnny Gargano, contre Kyle O'Reilly, contre Pete Dunne et contre Adam Cole qui a fait son retour en attaquant Johnny Gargano, Kyle O'Reilly et Pete Dunne alors qu'ils étaient en train de se battre dans un match triple menace. C'est un match XXXXL pour le coup. Est-ce que Karrion Kross va gagner son titre, ou alors est-ce que la surprise, est-ce que Karrion Kross va n'avoir un règne que de quelques semaines? Thomas, nouveau champion ou toujours champion? Dur à pronostiquer parce qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de talent. Voilà, normalement, quand il y a des matchs comme ça, beaucoup 3 ou 4 catcheurs, voire plus, il y a toujours un haut du panier et un petit peu plus bas. Là, il y a que du haut du panier. C'est incroyable. Donc, c'est compliqué. Je vais dire Adam Cole gagne. Adam Cole remporte le titre parce que moi j'ai envie, et je le redirai jusqu'au bout. Je veux un fil rouge entre Adam Cole et Kyle O'Reilly, que ce soit pour le titre ou non. Je veux que leur rivalité continue et je veux qu'elle soit aussi violente que l'a été leur match. Je veux un Shawn Michaels Triple H 2.0. C'est ce que je veux, c'est mon rêve et j'espère que ça va le faire. Et si elle titre en plus, ça serait incroyable. Un échange de titres jusqu'au mois de décembre, mais moi je signe dans la minute, je signe. Je vais dire changement de titre pour Adam Cole. Un Adam Cole gagnant, ça me ferait très plaisir parce que j'adore Adam Cole. Mais voyons si Auguste va suivre ou va nous donner un autre vainqueur pour ce match. Non, moi je vais donner un autre vainqueur. Je vais donner Karrion Kross qui conserve son titre et devient très puissant et très fort en battant 4 adversaires ultra crédibles et ultra mis en avant depuis leur début à NXT. Tout simplement parce que un peu à l'image de Raquel Gonzalez, j'ai l'impression qu'il y a un vrai projet, parce que c'est quand même très rare les mecs, que ce soit dans le roster principal ou à NXT, qui après qu'ils soient champions et qu'ils doivent laisser leur titre pour blessure une fois qu'ils redeviennent champions dès leur première occasion. Je trouve ça très rare, et comme c'est ce qui s'est produit pour Karrion Kross, je pense que là aussi il y a un vrai projet. Je pense qu'ils vont continuer ce qu'ils avaient prévu pour Karrion Kross avant qu'il se blesse, et je pense que son règne de domination va durer encore un peu. Après, si il va perdre le titre, ça serait le bon moment, parce que Karrion Kross peut perdre le titre sans être impliqué dans le tombé ou dans la soumission. Donc s'ils veulent faire perdre le titre à Karrion Kross, c'est le bon moment. Mais bon,
Moi, je reste confiant sur mon choix et je pense que le champion va rester champion dans ce Fatal 4-Way qui s'annonce déjà épique. Une victoire pour Adam Cole, une victoire pour Karrion Kross, Maximilien. Nouveau vainqueur, toujours champion. Peut-être, je ne sais pas. Je crois que sur les pronostics, je suis sur la même longueur d'onde que Gus sur tous les résultats, si je dis pas de bêtises, parce que je vois Karrion Kross conserver son titre. Le star power de ce combat, c'est incroyable. Je pense pas qu'il y ait eu un main event aussi chargé en véritable star à NXT, et pourtant NXT on a vu passer des grands noms. Mais là, je pense que ça dépasse un petit peu tout, et je pense que c'est justement pour solidifier le règne de Karrion Kross en tant que champion. Je pense que c'est une super idée, et ensuite, dans le combat, il peut y avoir plusieurs storylines qui peuvent nous amener d'autres matchs à NXT. Voilà, la rivalité entre Kyle O'Reilly et Adam Cole, je vois l'un des deux être tout près de décrocher la ceinture, enfin de remporter le combat plutôt, et ensuite être interrompu par soit Adam Cole, soit Kyle O'Reilly. Je vois ça arriver. Il y a plusieurs scénarios comme ça. Je pense que ça va être un combat explosif, ça va être un super combat, mais je pense que Karrion Kross va conserver. Et bien voilà, on en a fini avec ce magnifique, oui, il s'annonce magnifique, ce NXT Takeover. J'ai fait parler Maximilien en dernier sur cette preview de NXT Takeover, et je suis désolé parce que tu vas devoir reprendre la parole pour nous parler du concurrent. All Elite Wrestling, c'est pour Maximilien, et c'est tout de suite, c'est quand tu veux. Il n'y a pas de problème, c'est toujours un plaisir de parler de la AEW, même si cette semaine il y a eu du bon, il y a eu du moins bon aussi, il faut le dire quand ça va pas. On commence le show avec la victoire des Young Bucks contre Penta et Pac, les coéquipiers du Triangle de la Mort. Les Bucks qui ont tenté pendant le combat de retirer le masque de Penta, mais ce filou en cachait un autre car il avait tout prévu. Penta, il savait que son masque était menacé par Matt et Nick Jackson. Brandon Cutler de The Elite intervient pour donner la victoire aux Bucks au final. On a droit à une attaque post-combat empêchée par Eddie Kingston qui sauve donc Penta et Pac. Segment suivant. L'un des grands segments de cette semaine, Mark Henry sur le ring, il nous dit qu'il a encore beaucoup à offrir. Vicky Guerrero l'interrompt, lui demande de sortir du ring et nous présente Andrade El Idolo. Andrade qui fait ses débuts à la AEW quelques mois après son renvoi de la WWE, et il nous dit qu'il sera le visage de la All Elite Wrestling, pressé de voir ce qu'il peut apporter à la AEW. On continue, deuxième combat de la soirée, Cody Rhodes et Lee Johnson contre QT Marshall et Anthony Ogogo, suite de la rivalité entre la Nightmare Family et la Factory. Ogogo très à l'aise dans le ring, c'est impressionnant à voir, entre belly to belly et big boots, et même un magnifique splash du haut de la troisième corde. Un nouveau match par équipe très agréable à suivre, on est sur du old school comme souvent quand Cody Rhodes est impliqué, mais ce dernier finit par prendre le pin de la défaite par QT Marshall suite à une distraction de Aaron Solo et une droite de Anthony Ogogo. Segment suivant, célébration post-victoire du Inner Circle, victorieux dans le Stadium Stampede match contre le Pinnacle. La générosité du Inner Circle est incroyable, les fans présents dans l'arène ont droit à un t-shirt commémoratif de la victoire. Sammy Guevara est élevé au rang de héros dans ce combat, lui la star montante du groupe. Et on a aussi droit à l'organisation d'un combat entre Jake Hager et Wardlow en cage à Dynamite pour la semaine prochaine au moment de l'enregistrement de cette émission. Après cela, Jericho répète qu'il va battre MJF afin de mettre fin au débat entre les deux clans. On se dirige donc vers une série de combats isolés entre membres des groupes pour poursuivre cette guerre. C'est un choix peut-être plus judicieux. Troisième combat de la soirée, Jungle Boy et Christian Cage contre Private Party. Je m'étais peut-être un petit peu trop avancé la semaine dernière en vous garantissant une victoire de Christian Cage dans la Casino Battle Royale. Et bien qu'il était dans les deux derniers, c'est son coéquipier du soir Jungle Boy qui a fini par l'éliminer pour la victoire. Vous me connaissez, Christian Cage dans un combat c'est forcément un gros plus. Et petit bonus, Private Party faisant partie de la maison Hardy, on a le droit à des instants de nostalgie entre Matt Hardy et Christian. Private Party va même jusqu'à faire une des fameuses 5-second poses d'Edge et Christian, ça m'a bien fait sourire, d'autant qu'au final Jungle Boy et Christian Cage sortent victorieux du combat. Mais alors que le futur challenger de Kenny Omega profitait de la victoire sur le ring, son coéquipier s'est fait attaquer par Matt Hardy, une rivalité entre Christian et le clan de Matt Hardy, je signe tout de suite et je ne pense pas être le seul. On a droit à la célébration du titre de la nouvelle championne féminine Britt Baker après sa victoire à Double or Nothing. Britt nargue toute l'arène en leur disant qu'elle partage les 1500 coupons qu'elle a reçus de McDonald's avec eux, mais c'est un mensonge, elle les a tous gardés, c'est un véritable affront de la part de cette peste.
Et alors qu'elle veut partager son burger avec Rebel et Tony Schiavone, Nyla Rose l'interrompt. On imagine donc que Rose sera la prochaine challengeuse pour le championnat. Quatrième combat, très rapidement, The Bunny contre Red Velvet, combat très sympathique, le premier 1 contre 1 de la soirée, et c'est Red Velvet qui l'emporte et qui continue d'impressionner semaine après semaine. Elle devrait s'insérer elle aussi dans la conversation pour le championnat de la AEW très rapidement. Le main event de la soirée, c'est là que ça bloque. Nick Komoroto contre Dustin Rhodes dans un bull rope match. Pas de disqualification, pas de décompte, et les deux compétiteurs sont liés par une corde. C'est un type de match très old school, mais également très violent. Alors en 2021, c'est très très particulier. On est habitué à beaucoup de liberté de mouvement, des prises spectaculaires, en particulier à la AEW. Et ben, je peux vous dire que ça change. Le combat est lent, méthodique. Rhodes et Komoroto se prennent les pieds dans la corde. À noter tout de même la powerbomb de Komoroto sur Rhodes à travers une table à l'extérieur du ring. Donc ça, c'était plutôt spectaculaire. Mais ce sera l'événement le plus spectaculaire du combat. Au final, c'est Dustin qui repart avec la victoire dans un combat pas très jojo. Voilà pour le Dynamite du 4 juin. Le Dynamite suivant a lieu pile entre l'enregistrement de cette émission et sa sortie. Pas de panique, vous qui nous écoutez sur YouTube, faites un petit tour sur whisperfr.com, les tops et les flops du Dynamite du 11 juin 2021 seront déjà sur notre site, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur notre Twitter, @ws-catch sur Twitter. Voilà pour le AEW Recap de cette semaine. Magnifique, cette promo à la fin totalement incroyable. Merci beaucoup Maximilien pour cette promotion du site et également cette review de ce Dynamite qui est passé mercredi dernier. On enchaîne avec les deux news de cette émission. On commence avec la première, la draft à la WWE serait organisée le 30 août et le 3 septembre. Alors si j'en crois les dates, ce serait en sortie de SummerSlam. Une date intéressante pour faire de la draft, peut-être des call-ups de NXT en tout cas. Gus, toi, qu'est-ce que tu attends de cette draft post-SummerSlam? Potentiellement en tout cas. Ouais, bah moi j'attends vraiment que la draft fasse son boulot et qu'elle mélange vraiment tous les rosters parce que encore à SmackDown ça va. On arrive à garder de la fraîcheur et de la nouveauté dans les rivalités. À part peut-être chez les filles, alors que pourtant il y a de la matière, mais c'est surtout pour être héros quoi, parce que c'est quand même triste de voir que le show le plus historique de l'histoire du catch est vraiment au plus mal, et donc là il faudrait vraiment un renouvellement total, que ce soit des lutteurs ou dans la production, enfin, dans les officiels, pour que Raw remonte et rattrape son retard par rapport à SmackDown, et que Raw ne devienne plus une blague, et que chaque semaine on soit content de voir Raw et SmackDown et pas juste là. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail pour faire de Raw un bon show. Une draft ne suffira peut-être pas, mais il va falloir que la WWE s'améliore beaucoup sur le booking du show, qui est normalement le A-Show. En tout cas, Maximilien, je vais te donner la parole. Cette draft, est-ce que tu l'attends impatiemment ou pas du tout? Je l'attends très impatiemment parce que je vais parler surtout de Raw parce qu'il faut du nouveau à Raw, quoi. Le star power est très 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 limité. Il nous faut du neuf, et il n'y a que en passant par une draft qu'on pourra y arriver. Alors j'ai un exemple très précis en tête. Moi j'ai envie qu'on rappelle Finn Balor de NXT, qu'on le fasse monter à Raw, parce que Finn Balor n'aurait jamais dû se retrouver à NXT en premier temps, parce qu'il aurait dû faire partie des premiers plans de la WWE. Et il a été, mais pas sur la durée à cause de sa blessure. Mais on aurait dû se retrouver avec un Finn Balor dans les main events de manière assez constante, ce qui n'a pas été le cas. À SmackDown, il y a des superstars qui rêveraient d'entrer dans les main events, qui sont un petit peu bloqués à SmackDown parce qu'on a un champion très puissant, Roman Reigns, qui ferait du boulot exceptionnel à Raw. Je pense bien sûr de Cesaro, pourquoi pas Seth Rollins. Il y a une capacité à SmackDown de créer des stars
qui n'est pas présente à Raw, et je pense que avoir du star power déjà établi à Raw, ça ferait beaucoup de bien. Donc je suis impatient que ça arrive, vivement le 30 août et le 3 septembre. Après, j'espère que SmackDown ne sera pas trop déplumé, c'est pas le but non plus. Mais on en a besoin, rien que pour avoir du nouveau, du frais, parce que ça commence à devenir un petit peu répétitif depuis la dernière draft quand même. Surtout du côté de Raw, donc j'attends ça assez impatiemment. Et ça fait un peu de temps qu'elle a eu lieu à cette draft. On va passer tout de suite à la deuxième et dernière news de cette émission. C'est que Thomas qui va parler parce que monsieur a des stats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur bosse et du coup monsieur peut parler seul sur une news comme un grand garçon. Cette news en question, c'est que c'est Mickie James qui refait son retour dans le monde du catch après s'être fait virer par la WWE et envoyer ses affaires dans un merveilleux sac poubelle. Elle revient à la NWA en tant que productrice en chef, pardon. Du coup, Thomas, vas-y, lance-nous ton monologue sur cette news. Quand tu le dis, on dirait que ça te dérange. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Du tout, vraiment. Je plaisante. Alors, déjà, c'est une très bonne nouvelle. Je vais essayer d'être rapide. C'est une excellente nouvelle parce que Mickie James, elle connaît le catch, elle aime ça, c'est comment faire raconter des belles histoires. Donc déjà, ça, c'est une excellente nouvelle pour la NWA parce que ça va amener en plus une nouvelle vision, une vision beaucoup plus professionnelle. Parce que je trouve que le retour de la NWA depuis que ça a été remis en selle par le leader des Smashing Pumpkins, j'ai oublié son nom, Billy Corgan. C'est un petit peu en demi-teinte par des raisons qui sont malheureusement pas de son fait, le Covid en est une, mais c'est pas que ça qui montre qu'il y a un souci à la NWA qui fait que son retour est moyen. C'est que déjà, c'est un show qui est resté. On parlait de nostalgie et de old school tout à l'heure, et on va en parler juste après. Là, ils sont restés en 1984 et autant ça fonctionnait au début parce que c'est rigolo, c'est nostalgique, ça fait penser à Ric Flair et à Dusty Rhodes et c'est sympa, mais ça marche pas. Le décor en carton-pâte et les 3 angles de caméra, c'est pas possible. C'est pas possible en 2021 où on a l'habitude que ça bouge, que ça cut et que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose d'ailleurs. Mais là, le problème, c'est que ça empêche les catcheurs de faire leur travail correctement et de nous offrir des bons matchs. Je pense au tout début de la NWA, c'était Ricky Stark qui était à la NWA, qui est maintenant à la AEW. Il était incroyable dès le début, on l'a vu quand on voyait les premiers épisodes de NWA. Mais sauf que au vu de son catch, il servait à rien. C'est ça le problème. Il pouvait pas aller dehors, il pouvait pas faire des sauts, il pouvait pas aller vite parce que c'est pas possible. Il y a 3 caméras fixes, ça marche pas en 2021. Donc déjà ça c'est un problème. J'espère que même si ce concept-là ne bouge pas, au moins Mickie James va essayer d'apporter un renouveau par rapport à ce qui se passera sur le ring. Et elle qui a l'habitude de jouer avec les caméras, ce qui n'est pas le cas à la NWA où ils sont restés très old school et c'est moins professionnel, on va dire. Et ensuite, je trouve que il y a un problème de star à la NWA. Il y a un star power qui est pas là. Il y a Nick Aldis qui est champion et il le mérite. Il fait un excellent champion NWA, il n'y a pas de souci. Sauf que derrière, il y a personne. Il y a lui, c'est tout. Il y avait LA Knight qui était là-bas et qui fonctionnait très bien, mais qui est parti. Donc il se retrouve tout seul et là il se retrouve à combattre face à Dick Murdoch. Dick Murdoch qui, on rappelle, était à la WWE en 2007. Alors c'est Trevor Murdoch parce que Dick Murdoch c'est pas le même. Trevor Murdoch, excuse-moi. Tu as raison, Trevor Murdoch. Je suis resté très old school aussi, moi. Je parle. Là, pour le coup, t'es resté un peu trop old school. Trop old school. trop loin. Des années 60, ça marche pas. Et ensuite, juste une dernière chose par rapport à ça, c'est qu'ils étaient en partenariat avec la Ring of Honor, comme la AEW au tout début. Sauf qu'ils ont arrêté ce partenariat immédiatement et c'est pas bon parce que au moins à la Ring of Honor il y a des stars et il y a des jeunes qui ont besoin d'avoir du temps d'antenne et des matchs télévisés et au moins la NWA ils avaient la possibilité de faire ça devant un public avant le Covid en tout cas et ça autant la Ring of Honor au moins ils avaient le champion NWA mais ils ont des stars, ils ont du Jay Lethal, ils ont des Briscoe, ils ont tout ça donc même sans la NWA, ça fonctionne. Et même sans titre, eux, ils fonctionnent. Et la NWA, ils en avaient besoin. Et j'espère que Mickie James va au moins amener un professionnalisme par rapport à ça. Même si elle peut pas tout changer, au moins elle va amener un professionnalisme et c'est une bonne chose. Parce que c'est ce qui manque à la NWA pour retrouver au moins le haut du panier. Parce que là, je trouve que c'est dommage. Parce qu'il y avait des bonnes choses, mais tant pis.
c'est une bonne nouvelle pour Mickey James et la NWA. Merci Thomas pour ce merveilleux monologue qui ne me dérange pas du tout. Encore une fois, je tiens à le préciser. Il n'y a aucune ironie dans ma voix, vraiment pas. Ne vous inquiétez pas, j'adore les monologues de Thomas, surtout quand il nous met des petites références historiques à Dick Murdoch des années 60, c'est merveilleux. En tout cas, on va passer au débat de cette émission qui concerne la AEW. On sort de la WWE quelque temps, même si on reste pas très loin. Est-ce que, la question est simple pour ce débat, est-ce que la AEW est la WCW des temps modernes? C'est la seule compétition que connaît la WWE actuellement, et bien sûr le comparatif peut être fait sur plusieurs points. Je vais lancer Auguste qui va nous donner un élément de réponse parmi tant d'autres. Oui, alors, je pourrais pas répondre à cette question clairement parce que déjà, je trouve que c'est dur de comparer les deux tout simplement parce que c'est pas les mêmes époques. Il y a 30 ans d'écart entre la WCW et la Elite Wrestling. Donc c'est compliqué parce que les catcheurs sont plus les mêmes, parce que les techniques pour créer une réalité sont plus les mêmes. Enfin, la All Elite Wrestling, elle a été créée grâce à une émission sur YouTube, Being the Elite, avec les Young Bucks et Cody Rhodes. Enfin, ça vient d'un buzz sur YouTube, et après il y a Tony Khan qui est arrivé avec beaucoup d'argent, et donc ils ont pu monter une structure vraiment sérieuse. Après, il y a quand même ce fait que d'anciennes superstars de la WWE aillent chez eux, mais bon, après ça reste leur droit et leur possibilité. Donc c'est pas un mal en soi, mais c'est vrai que c'est un point commun. Et ensuite, je trouve que le produit est différent, tout simplement parce que l'époque est différente. Avant, on aimait bien les grands hommes musclés. Maintenant, même un mec comme Pac peut être dans le main event, ou un mec comme Orange Cassidy qui va à 2 à l'heure sur un ring, il était dans le main event de Double or Nothing, le pay-per-view de la All Elite. Donc pour moi, non, je pense pas. Tout simplement parce que je trouve que la All Elite Wrestling a quand même sa propre identité, bien que il y a beaucoup de rappels au passé, parce que dans le manager on retrouve quand même plusieurs figures du catch de l'époque. Je pense à Taz, à Arn Anderson, à DDP. Donc il y a quand même ce rattachement au passé, mais il y a quand même beaucoup d'autres éléments qui font pencher pour dire que la All Elite Wrestling, grâce à la All Elite Wrestling, s'éloigne de la WCW. Donc on a une réponse qui serait plutôt négative de ta part. Oui. Maximilien, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce comparatif? Est-ce que pour toi, on peut dire que la EW et la WCW des temps modernes ou pas du tout? Alors, dire que ce n'est pas du tout la WCW des temps modernes, ce serait quand même un petit peu mentir. Cependant, moi je pars du principe que la AEW, c'est ce que la WCW voulait être, mais n'a jamais été. Alors, les comparatifs entre les deux fédérations, ils viennent pas de nulle part, ils sont loin d'être absurdes. Alors, il y a la chaîne sur laquelle la AEW est diffusée, sur la chaîne Dynamite est actuellement diffusée, c'est TNT, qui est la chaîne qui accueillait Nitro à l'époque. Alors, rien que le nom Dynamite, c'est une référence directe à Nitro, on a tout ce côté explosif, donc c'est une référence en plus. On a aussi la présence de Cody Rhodes parmi les membres fondateurs de cette fédération. On sait que son père, Dusty Rhodes,
était une des figures les plus importantes de ce qu'était la WCW à l'époque, la WCW qui est née de des territoires du sud-est des États-Unis. Donc il y a des points communs. On peut aussi parler de la présence de Tony Schiavone en commentateur, qui était le commentateur de Nitro à l'époque. Sauf que la AEW est en train de surpasser ce qu'était la WCW au niveau de la gestion. Certes, on a des anciennes superstars de la WWE qui viennent un petit peu se coller à des personnalités plus indépendantes dans le monde du catch. Sauf que ce qu'aurait fait la WCW en 2021, ça aurait été aller chercher le contrat de John Cena, payer des millions et des millions pour le faire apparaître à Nitro. Donc à l'époque, on va dire que c'est Dynamite en 2021 pour la AEW. Sauf que c'est pas ce que la AEW a fait. Ce que la AEW fait, c'est qu'elle va chercher les talents qui ne sont plus sous contrat à la WWE et qui ont même été maltraités par la WWE. Je pense notamment à Rusev, qui maintenant est Miro à la All Elite Wrestling, qui n'était pas une star telle qu'ont pu l'être l'Ultimate Warrior, Randy Savage, Hulk Hogan à l'époque. C'est une superstar qui a mal été utilisée par la WWE, qui en a eu marre, qui est partie et qui a rejoint la All Elite Wrestling. Ce qu'aurait fait la WCW à l'époque, si elle avait récupéré un talent comme Miro, ça aurait été de lui donner le titre tout de suite. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Il y a eu un moment pendant lequel Miro n'était pas dans les premiers plans de la fédération. Il a fallu attendre qu'on lui donne son opportunité pour qu'il soit actuellement champion secondaire de la All Elite Wrestling. Et entre-temps, on a pu créer une nouvelle star en la personne de Darby Allin. Vous allez me dire, Jon Moxley et même Chris Jericho ont été champions du monde. Chris Jericho, c'est normal, il fallait attirer un public large, et le nom de Chris Jericho résonne dans tellement de pays du monde que c'était le choix parfait. Je pense que si Adam Page avait battu Chris Jericho pour le titre au début, on parlerait peut-être pas autant de la AEW à l'heure actuelle. Ensuite, Jon Moxley, Jon Moxley c'est le même exemple que Miro, c'est-à-dire que il est venu à la AEW parce qu'il était mal utilisé à la WWE. C'était pas la plus grande star de la WWE, même s'il était très populaire. Et pourtant, il est venu et il a amené des yeux sur le produit. Mais contrairement aux grandes stars de la WCW de l'époque, il n'a pas utilisé son pouvoir d'influence pour devenir champion. C'était une décision réfléchie de la part de la AEW. Et plus tard, Jon Moxley a perdu son titre contre Kenny Omega, qui, bien qu'il soit une des têtes pensantes de la AEW, n'est pas une superstar mondiale de la WWE, et donc on est toujours dans une logique de création de stars. Autre exemple, on a Christian Cage, mon préféré bien sûr, vous le savez, qui n'est pas utilisé pour devenir un futur champion du monde qui va rouler sur la fédération. Non, alors il va peut-être avoir sa chance pour le titre, mais après ça il va être utilisé pour faire valoir les nouveaux talents de la AEW. Un autre exemple de la gestion plus intelligente, c'est que Dynamite ne s'est pas retrouvé dès le début en face à face avec le plus gros show de la WWE, à savoir Monday Night Raw. C'est même la WWE qui, apprenant que la AEW allait utiliser le créneau du mercredi, a mis NXT le mercredi pour être en concurrence avec Dynamite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dynamite a gagné la guerre. Alors c'est pas la version officielle de la WWE. Cela dit, entre les lignes, c'est complètement ça, parce que Dynamite faisait les meilleures audiences et que NXT a dû se ranger dans un autre créneau. Donc, est-ce que la AEW peut faire penser à la WCW sur certains points? Oui. Par contre, elle n'est pas la WCW des temps modernes, dans le sens où ce que la WCW n'a pas réussi à faire, Dynamite est en train de le faire. Alors, le but ne sera peut-être pas de faire une fédération aussi puissante que la WWE, et c'est très bien comme ça, c'est très bien, c'est une alternative, mais il n'y a pas de recherche de domination du marché comme ça a pu être le cas à l'époque. Voilà. Je vais rebondir vite fait sur les fameuses guerres du mercredi soir. Pour moi, elles n'avaient pas lieu d'être, dans le sens où NXT reste quand même une branche de développement. Même si on nous dit que c'est la troisième brand, même si on nous dit que c'est un roster à part entière égal à celui de Raw et SmackDown, au final, le fait est que Raw et SmackDown sont les shows principaux et que NXT est un show un peu secondaire. Donc en fait, on met en place une espèce de rivalité entre un show secondaire et un show principal.
ça me paraît logique que Dynamite batte NXT parce que c'est pas la même chose Et de pourtant, base. mais alors le problème c'est que, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, sauf que à l'époque, quasiment personne à part les fans indie hardcore, personne ne connaissait forcément le produit Dynamite parce que ça n'avait pas encore commencé. Et les gens ont préféré tout de même regarder Dynamite plutôt que les futures stars potentielles de la WWE. Donc voilà. Et en plus, c'est la WWE qui a dit bon, on va mettre NXT au même moment que Dynamite. Le but c'était clairement d'affaiblir Dynamite, je pense, et ça n'a pas marché. Oui, bon, après, les idées à la cour de la WWE, on les connaît, hein, bien sûr. C'est pas nouveau. Celle-là en était une belle. Thomas, toi, est-ce que tu penses que la AEW et la WCW des temps modernes, ou est-ce que tu rejoins Gus et Maximilien pour une réponse, je dirais, plutôt négative? Alors, ma réponse, ça va être, c'est pas encore la WCW, mais ça peut l'être et c'est pas dans la meilleure des choses, dans le meilleur des mondes pour eux, si c'est le cas. Je m'explique, parce que déjà, par rapport à ce que tu as dit, toi, Gus, il y a un lien énorme, rien que sur la création de la fédération. Parce que quand Ted Turner crée la WCW, il le fait parce que il est fan de catch, tout simplement, c'est un fan de catch, et il a de l'argent, il en profite, il a une chaîne de télévision, il en profite, il crée sa fédération avec les stars de l'époque. Il va pas les chercher, il prend les stars qui sont déjà en place et le développement et les stars sur les territoires de la NWA à l'époque. Ensuite, et donc le parallèle avec la AEW, il est pareil. C'est exactement la même chose. Là, c'est pas des fans de catch, ce sont des catcheurs qui ont envie d'avoir une liberté créative et de permettre une alternative, comme ce que faisait la WCW. Donc là, c'est donc The Elite, donc les Young Bucks, Cody Rhodes et Kenny Omega, qui créent leur fédération pour une liberté créative plus importante. Et ensuite, c'est la famille Khan qui vient leur donner de l'argent. Et l'argent, là, ce sont des milliardaires qui d'ailleurs ont le club de Fulham, qui est un club en galère totale, entre parenthèses. Bref, c'est autre chose. Voilà, déjà rien que ça, en plus de que ce soit sur TNT, bientôt TBS d'ailleurs, évidemment, il y a un parallèle total à faire dessus. Ensuite, sur les autres parallèles, c'est que ouais, tu vas chercher des très bons catcheurs qui sont peut-être pas les plus grandes stars de la WWE, mais tu vas quand même chercher des mecs que la WWE ne voulait plus, qui ont eu une fin de contrat ou qui voulaient partir depuis longtemps. Je suis désolé, c'est ce que faisait la WCW. Quand la WCW a cherché Bret Hart, après le Montreal Screwjob, ce qui était prévu depuis pas mal de temps déjà. Ils vont chercher un mec de la WWE qui n'avait plus de contrat. Pareil pour Kevin Nash, pareil pour Scott Hall, pareil pour Andy Savage. Que des mecs, certes, étaient des plus grandes stars, mais ils étaient sans contrat. C'est pareil, ils ont juste fait un énorme contrat par-dessus. Et là, on voit la comparaison, c'est que l'argument dès le début, dès la conférence de presse pour lancer la All Elite Wrestling, ce qui était à Las Vegas d'ailleurs, il me semble, ça a été on donne aux catcheurs une liberté créative sur les histoires et sur les combats. Qu'est-ce qu'a fait la WCW à partir de 1995? Ça a été, on donne aux catcheurs une liberté créative pratiquement totale sur leurs combats et sur leurs histoires. Ça a donné Hulk Hogan qui fait n'importe quoi, ça a donné Kevin Nash, Booker en chef, qui fait n'importe quoi, dont le Finger Poke of Doom avec Goldberg et tout. C'est ridicule, ça a donné ça. Ça a donné Scott Steiner qui fait n'importe quoi, qui sait plus quoi faire, qui prend un melon incroyable. Ça a donné la NWO avec 40 mecs, dont Mr. Perfect et Virgil, voilà, pour ceux qui veulent savoir, et Ted DiBiase, dont on a parlé tout à l'heure. Ça a donné du grand n'importe quoi. Et pour l'instant, évidemment, ça fonctionne. Pareil au début, ça fonctionnait à la WCW. On donnait les mecs, on se disait, vous inquiétez pas, et ils faisaient leur taf correctement. Donc après, c'est parti en n'importe quoi. Parce qu'ils avaient tous des gros salaires, et là, on peut me dire ce qu'on veut, mais les mecs, ils ont des gros salaires à la AEW aussi, c'est normal. C'est logique, tu pars pas pour avoir un salaire moins important. Donc déjà, là, ça se rapproche quand même pas mal de la WCW, je trouve. Ensuite, en plus de ça, il y a quand même, j'avais noté, attends, oui, si vous parliez des combats, parce que là on voit ce qui est différencie de la AEW de la WWE, la qualité des combats et des histoires. On est d'accord que les combats à la AEW sont quand même bien meilleurs que ceux de la WWE.
et Monday Night Raw en plus. Sauf que la WCW aussi, hein, les combats étaient bien meilleurs au début. Hein. N'importe qui a regardé des combats de la WCW de 94 à 96. La première heure, c'était que les poids moyens. C'était Rey Mysterio, Chris Jericho, Dean Malenko, La Parka. Il y avait qui d'autre? Il y avait Chris Benoit, par exemple, Eddie Guerrero. Que des combats géniaux. Ça faisait kiffer tout le monde. Évidemment. Et là, c'est pareil. C'est que des combats géniaux à la AEW. À un moment, tout le monde va vouloir son spot. Hein. Tout le monde va vouloir son spot. Et comme tout le monde va vouloir son spot à télévision, quand vous laissez une liberté créative importante à des mecs comme Cody Rhodes, à des mecs comme des Young Bucks, à des mecs comme Andrade, à des mecs comme Miro, ou à Hangman Page ou Kenny Omega, surtout Kenny Omega, qui est votre star, automatiquement, à un moment, on va se marcher dessus. Et automatiquement, si vous laissez trop de liberté créative à des mecs, ça va faire comme la WCW. Donc, pour l'instant, ça va. Il rentre pas en guerre frontale, comme l'avait fait Ted Turner avec la WCW, où dès la création, il avait appelé Vince McMahon pour lui dire Hey Vince, moi aussi je suis dans le business du catch, on est en concurrence. Vince lui a fait bah cool, t'es dans le catch, moi je suis dans le divertissement sportif, ciao. Là, on est dans le business du divertissement sportif, les deux, ils sont pas rentrés en guerre frontale. À mon avis, contrairement à ce que tu penses, Maximilien, c'est la volonté des Bucks et de Cody Rhodes d'aller en guerre quand ils seront prêts. Bon, ça s'est vu déjà. Hein. Oui, pour moi c'est leur objectif, pas de faire fermer la WWE, loin de là, c'est pas la même époque. Non, c'est pas la même époque que la WCW. Ted Turner était un millionnaire, comme tous les millionnaires, comme Vince McMahon, ils ont un ego surdimensionné, un orgueil et une vanité sans pareil. Là, c'est autre chose. Là, c'est du catch. Là, c'est des catcheurs qui veulent montrer que c'est les meilleurs. Et que, voilà, vous nous prenez pour des idiots. On montre ce qu'on peut faire et on est meilleur que vous. C'est ça. C'est de l'orgueil, mais autrement. Donc, il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils vont entrer en guerre. C'est sûr et certain. Quand ils seront prêts, ça va être à moyen terme, je pense. Pas à court terme, mais à moyen terme. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut qu'ils fassent attention. Pour l'instant, c'est pas la WCW. S'ils continuent à attendre comme ça et prendre des exemples de la WCW, même si au moins en backstage, il n'y a pas Eric Bischoff, c'est pas le bordel, qu'ils fassent attention. Et pour l'instant, non, mais faites attention. Moi, j'aimerais rebondir sur un truc, ce que tu as dit, cette fameuse guerre frontale. Pour moi, elle est déjà là quand tu vois qu'au premier show, on a Cody Rhodes qui, avec un sledgehammer, vient taper sur un trône qui a une croix au-dessus qui ressemble étrangement au fameux logo de Triple H. Bien sûr. Mais ça, c'est comme le Sorry I Love You des Young Bucks il y a quelques semaines, il y a 3 ou 4 semaines. C'est des petites piques, c'est pas une guerre frontale, ça. C'est pour ça. C'est avant la guerre, t'envoies des balles à ton adversaire. Je pense que ça va. La WCW aussi, hein. Je pense que ça va juste être. Ça a coulé la WCW. Donc je pense que là où les dirigeants de la AEW seront plus intelligents, c'est qu'ils vont éviter la guerre frontale. Ils vont lancer des pics, forcément. Il faut qu'on fasse parler de leur fédération. Mais il n'y aura pas de guerre frontale, il n'y aura pas d'affrontement à l'audimat. J'en suis persuadé. Ils vont être plus intelligents dans cette gestion. À moyen terme, il y en aura un, tu verras. Je suis prêt à le parier dès aujourd'hui. À moyen terme, il va y avoir une guerre d'audience entre les deux parce que là, la AEW au mois d'août, au mois de juillet, va passer sur TBS. Sort de TNT qui est on va comparer par rapport aux chaînes françaises. TBS c'est TF1, TNT c'est TFX, c'est NT1. C'est la chaîne secondaire TNT de ce réseau-là. TBS c'est la chaîne principale de ce réseau, c'est le TF1 de ce réseau-là. Donc il passe au prime time sur la chaîne principale. C'est incroyable. Là, automatiquement, alors que les audiences de Monday Night Raw, parce que c'est ça que regarde la WWE, c'est les audiences de Raw qui se cassent la gueule, c'est les chutes du Niagara, depuis déjà 4-5 ans, et là encore plus, où ils enchaînent les records de médiocrité, ils vont aller en guerre. Pas tout de suite, ils vont attendre de se sécuriser sur TBS, à moyen terme, je le dis maintenant, on est aujourd'hui le 11 juin à 22h20, à moyen terme, la AEW va aller en guerre d'audimat frontalement avec la WWE. Peut-être que ça ne fera pas la même chose, je sais pas, je pense pas. Mais l'issue ne sera pas la même. Et automatiquement, ils vont aller en guerre, c'est sûr.
guerre frontale programmée pour Thomas. Maximilien a du coup déjà répondu. Je vais demander à Auguste s'il a quelque chose à rajouter rapidement ou pas du tout. Non, non, je pense que, que tout a été dit, et si on est encore là pour en parler, ça serait cool de faire un comparatif d'ici un an ou deux, euh, pour voir comment ça a évolué, cette situation. 5 ans, guerre frontale, je le dis. Oh, 5 ans. Eh ben écoutez, un délai encore plus grand. Rendez-vous dans 5 ans, le 11 juin 2026, n'est-ce pas, si on est encore en vie. S'il n'y a pas une autre pandémie mondiale, on n'espère pas, bien évidemment. Sur ces belles paroles, on va donc conclure cette émission. On a fait assez long, je pense, sur celle-là. Mais en tout cas, nous, on a pris un grand plaisir à enregistrer cette émission. J'espère qu'elle vous plaira à l'écoute. Dès ce dimanche, NXT TakeOver In Your House nous attend. Et nous, là, on se retrouve la semaine prochaine pour la grosse preview de Hell in a Cell. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Et du coup, on se donne rendez-vous en enfer vendredi prochain. Ciao. Ciao. Ciao.